Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est notre dernier webinaire de l'année 2025. Donc si nous avons souhaité donc d'organiser ce webinaire, c'est parce que, comme l'a dit Monsieur Manjard, le transport est en train de changer de statut dans les entreprises. Donc ce n'est plus uniquement un sujet opérationnel ou environnemental, c'est désormais un sujet de coût, de pilotage et de décision. Avec l'ETS 1 déjà en vigueur pour le transport maritime et l'ETS 2 qui concernera donc prochainement le transport routier, les émissions de transport deviennent un poste financier direct, mesurable et comparable. Donc l'objectif de cette session d'aujourd'hui, c'est très concret, c'est donc de vous aider à comprendre ce qui change et ce que cela implique pour vos organisations et donc comment passer d'une estimation à un pilotage réel des coûts carbone transport. Donc, pour aborder ce sujet, nous avons réuni donc aujourd'hui un panel d'intervenants complémentaires associant donc une vision institutionnelle, expertise technique et retour d'expérience terrain. Donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Nathalie Paillon, directrice des opérations et des études à l'OPSAR, Monsieur Monjard, qui est président fondateur de TKBlue, Christophe Chéroux, qui est le directeur développement commercial chez TKBlue, Victor Véron, responsable pôle conseil chez Global Climate Initiative, Thierry Corentin pour le groupe Carrefour et Laurent Dalgarande pour le groupe pour Sodial. Donc merci à chacun d'entre vous d'être avec nous. Et pour commencer, je vais passer la parole à Nathalie qui va donc nous poser un cadre général. Donc je te laisse la parole, Nathalie. Merci Lucia. Alors un mot, l'OPSAR, donc c'est une association, c'est l'association en référence dans les achats responsables, animée autour des questions clés aujourd'hui, des enjeux clés associés à cette problématique, dont évidemment le climat, la décarbonation des achats. Et on est aujourd'hui en plein dans ce sujet. On anime d'ailleurs, donc, dans le cadre de nos activités avec notre centaine d'adhérents. Slide suivant, Lucia, tu peux, s'il te plaît. Un groupe de travail depuis 2021. Avant, donc sur cette question climatique, avec différents types de travaux, des travaux méthodologiques, des travaux de recherche, d'analyse de marché, afin d'accompagner les acheteurs dans leur travail sur le scope 3 avec leurs prestataires. Et donc, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui parce que, eh bien évidemment, le transport est un secteur très, très émissif. Au niveau international, il représente 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En France, c'est 34%. Donc, c'est très important. C'est 125 millions de tonnes équivalent CO2. C'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre et qui est pour la plupart donc engendré par le transport routier. D'où évidemment donc notre sujet du jour. Les enjeux sont extrêmement donc importants. Le secteur est face à de nombreux défis, défis liés évidemment aux énergies utilisées, à la transition du parc des véhicules, ce qui est très important, mais également des infrastructures. Donc, associé à la lutte contre le changement climatique, avec les objectifs de réduction et de neutralité qui sont toujours en vigueur pour 2050, on est face à un secteur avec des enjeux très importants et les acheteurs ont encore une fois un rôle prépondérant puisqu'ils vont faire appel au secteur du transport à travers les achats. Et cela va se transformer ou se visualiser plutôt à travers ce scope 3 qui est l'objet de toutes les attentions aujourd'hui au niveau des achats. Comme le disait Philippe, il y a une réglementation qui est en train de peut-être changer la donne, en tout cas qui va accompagner, grâce au volet financier, à cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est donc le sujet de ce webinaire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à vous tous pour les témoignages que vous allez nous apporter et qui vont éclairer, je pense, beaucoup de nos participants. Merci Je beaucoup, passe la Nathalie. parole, Philippe.
Merci. Oui, Avant du coup de passer la parole à Monsieur Mongeard, Pardon. j'aimerais vous poser une question à vous qui êtes avec nous aujourd'hui. Alors pour répondre à cette question, n'hésitez pas à utiliser les boutons de réaction Teams qui sont sur le côté. Donc la question est la suivante. Pilotez-vous aujourd'hui la performance GES de votre chaîne de transport en toute conformité? la question n'est pas affichée. Ok, nous avons des réactions. Donc, ok, bon bah parfait, merci beaucoup. Bon bah maintenant, je passe la parole à Monsieur Mongeard qui va vous entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Alors, le sujet est très simple, hein, et il est très simple parce que je le connais depuis 15 ans. Il y a 15 ans, nous avons fondé TKBlue avec cette vocation justement de transformer cette donnée éparse, cette donnée, je dirais, très moyenne du transport en donnée de travail pour améliorer la performance environnementale de la chaîne de transport. Donc, en 15 ans, on a enrôlé beaucoup, beaucoup de chargeurs. Aujourd'hui, nous font l'amitié et l'honneur d'être des témoins, des milliers de transporteurs et des organisateurs sur ce schéma qui consiste à dire dans le transport, il faut absolument mieux connaître l'information GES de ces opérations de transport pour savoir où on va trouver les points chauds et où on va pouvoir travailler pour les diminuer. Donc nous avons un statut assez noble, original d'agence de notation extra-financière, mais de fait, nous sommes une plateforme de travail, une plateforme de collaboration entre transporteurs, chargeurs, commissionnaires de transport, à vocation de faire travailler tout l'écosystème à un meilleur calcul et par voie de conséquence à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport, à l'intérieur d'un environnement qui est extrêmement solide. Solide parce que dès 2011, l'ADEME avait fixé un document InfoGES pour fixer la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Mode aussi contrôlé au niveau international en termes de calcul et d'audit des calculs par l'ISO 1483 qui est né en mars 2023, donc c'est tout à fait récent. Mode aussi aidé par une association qui est devenue une référence qui s'appelle le GLEC, qui permet à chacun de vérifier si effectivement les calculs qu'on lui produit sont plus ou moins corrects par rapport à un entendement international, mais gardez à l'esprit que ce qui fait la règle aujourd'hui, comme d'habitude, c'est l'ISO. Et l'ISO a 3 avantages. Il est uniforme pour le monde entier, il est transparent dans ses méthodes de calcul et transparent dans ses méthodes d'audit. Et c'est important. On a ouvert tout à l'heure le chapitre fiscal. Quand on va parler de fiscalité, on va parler de coûts importants. Ce coût va être calculé par rapport à une intensité d'émission ou un volume d'émission de GES. Et donc, il est fondamental, retenez ça à ce stade, que tous les calculs soient faits conformément à la norme ISO 1483 dans son application la plus fine possible. Slide suivante. Le sujet aujourd'hui, c'est pourquoi faisons-nous ce webinaire? Parce que depuis 3 mois, il s'est passé beaucoup de choses dans le périmètre des professionnels du transport au niveau européen. Les premiers résultats statistiques sont sortis de l'application de l'ETS 1 depuis janvier 2024. Ils sont sortis en juin 2025, donc tout à fait récemment. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu d'une part que c'était vraiment bien appliqué au sens de la réglementation, au sens de disposition, au sens du référencement, qu'effectivement ça avait du sens, puisque ça couvrait 100% des trajets intra-UE et aussi autant à l'export qu'à l'import, avec des règles de calcul assez transparentes, le volume d'émissions de CO2 que multiplie le prix du carbone affiché par Bruxelles égale la taxe à payer. Mais ce coût a été, et on nous sommes polis, discrètement intégré au lot de surcharge dans le transport maritime. Ça veut dire qu'il est devenu totalement opaque, caché, masqué. Et qu'est-ce qui s'est passé au constat suivant du genre vérifions de quoi nous avons été taxés et pourquoi nous avons été taxés? Slide suivante. On s'est aperçu que d'un coup, l'exigence de transparence qui s'impose dans un monde fiscal n'était pas tenue, que des compagnies maritimes, on peut dire même toutes les compagnies maritimes ont appliqué des taux un peu bizarres concernant ces surcharges carbone noyées dans les surcharges générales. C'est pas TKBlue qui le dit, mais c'est une revue très sérieuse, Transport et Environnement, et c'est aussi une organisation professionnelle sérieuse, CLECAT, qui dit que 90% des surcharges ETS2 à ce jour sont surfacturées, et pas qu'un peu, on ne parle pas de 3-4%, on parle de 30, 40, 50, 100% des fois.
Et donc, depuis septembre, un débat s'est installé entre professionnels qui dit, bon, on ne peut pas continuer à laisser, par mégarde, par méconnaissance, par un manque de transparence, des organisations faire de la marge sur de la fiscalité. Il faut bien comprendre que l'ETS, ce n'est pas une surcharge, comme certains voudraient le dire, c'est une taxe carbone, et comme toute taxe, elle doit être calculée précisément, de façon transparente, et il est véritablement interdit de faire de la marge sur de la taxe. Et imaginez aujourd'hui que la TVA en France, on vous dit non, c'est pas 20%, je fais un peu de marge dessus, je vous la fais à 30%. Ça ne marche pas. Donc il est clair que les chargeurs, les commissionnaires et les armateurs doivent se rencontrer pour organiser une totale transparence sur ces surcharges qui sont un impôt, et sur l'impôt, on ne fait pas de marge. C'est quoi l'idée de cette surcharge carbone? C'est de favoriser les choix éco-responsables. Vous savez qu'entre un navire très performant, récent, optimisé, avec 22 000 boîtes, vous allez avoir 3 grammes de CO2 au kilomètre, alors qu'un navire ancien, mal rempli, etc., vous allez passer à 7-8 grammes. Donc vous imaginez cette proportionnalité, donc le deuxième navire va payer 2 fois plus de TS que le premier. L'idée donc de l'Europe, c'est de récupérer des sous, il faut être clair, mais aussi de conduire les chargeurs à exiger de leurs commissionnaires, à exiger de leurs amateurs l'utilisation de navires performants, pour que les anciens partent à la retraite et que les nouveaux navires performants, beaucoup moins émetteurs, soient mis en place. Slide suivante. La leçon a été retenue sur de la taxe carbone maritime, qui est facile à contrôler. Tous les navires qui touchent un port européen déclarent tous les ans leur MRV, c'est-à-dire leur intensité d'émission par conteneur, par kilomètre, ce qui permet donc d'avoir une règle de calcul très simple. La distance ne bouge pas, l'intensité, elle est auditée par l'Europe, le taux du carbone, il est fixé par l'Europe. Donc il n'y a aucune difficulté à imaginer que tout ceci aurait dû être transparent et va devenir transparent. Pour le routier, c'est beaucoup plus compliqué. On part d'une présentation qui est d'abord brumeuse, qu'on parle des fois de 2027, on parle de 2028, on verra bien ce qu'il en entend. Mais on parle surtout d'une présentation qui est douteuse dans les faits. On entend souvent dire oui, ça va être une surcharge gasoil. Pas du tout. C'est une surtaxe sur les émissions de GES générées par l'utilisation d'un carburant par rapport à un autre. Les fournisseurs d'énergie vont effectivement payer à l'Europe une surcharge carbone, une taxe carbone, un ETS2, proportionnel aux émissions de GES que va générer le carburant, l'énergie qu'il délivre. C'est bien compris que pour l'électricité, il y aurait rien. Mais pour toutes les énergies alternatives, en partant du fuel jusqu'au B100, en passant par le HVO, les taux vont être largement différenciants. Et c'est ça que vous, les chargeurs, vous devez vérifier et clarifier au principe des surcharges qui vont vous être appliquées pour ne pas tomber dans le piège maritime, c'est-à-dire fait un peu à la louche, de façon peu transparente. Pourquoi? Parce que d'une part, on parle d'un montant important. On parle de plus de 5 milliards d'euros de TS2 à partir de 2027-2028. Deuxièmement, c'est important parce qu'il y a beaucoup de chargeurs, j'en ai 2 aujourd'hui autour de la table, qui font beaucoup d'efforts pour choisir les bons véhicules, choisir les bons taux de chargement, réduire au mieux les taux de trajet à vide. Et ce serait quand même scandaleux que ceux qui font tout pour réduire leurs émissions de GES à la tonne transportée ou à la palette transportée soient bêtement surtaxés, comme on surtaxe actuellement une surcharge gasoil. Donc, rentrez, s'il vous plaît, les uns les autres dans le raisonnement qui consiste à dire que si à l'entrée, on facture aux fournisseurs d'énergie en proportion des émissions de GES de l'énergie qu'ils vont fournir, il faut qu'à l'arrivée, c'est très clair, c'est une homothétie comme on dit, les chargeurs soient assurés qu'ils vont payer effectivement une taxe proportionnelle aux émissions de GES qu'ils vont réaliser. Et on le sait, il y a des écarts de 30, 40, 50% entre un bon chargeur et un moins bon chargeur. Celui qui remplit bien, celui qui remplit pas bien, celui qui prend un véhicule optimisé, celui qui prend un véhicule ancien, celui qui prend un véhicule avec une énergie décarbonée, etc., etc. Le coût de 5 milliards d'euros a été imaginé, calculé donc il y a 1 an ou 2 sur une tonne carbone à 50, 60 euros. Regardez le graphe, on parle de 100 euros en 2030. Donc ce 5 milliards va peut-être se transformer en 10 milliards. Donc mesdames et messieurs les chargeurs, faites attention. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le temps. On est en 2026,
on a un an, on a tout 2026 pour se préparer à ce tsunami fiscal. Et se préparer, c'est véritablement rentrer dans un système de mesures. Vas-y, Lucia, s'il te plaît. Une mesure qui permettra d'accepter le nouveau schéma politique, le nouveau schéma économique et politique européen. On va baisser aujourd'hui régulièrement la TICPE parce que l'Europe, la France, n'a pas les moyens de continuer à subventionner des énergies décarbonées. Donc on va passer d'un système où on subventionnait ce qui était décarboné par un système qui va taxer ce qui est trop carboné, c'est-à-dire un cercle vertueux qui va favoriser ceux qui émettent moins, pénaliser ceux qui émettent trop, de manière à convaincre ces derniers qui émettent trop de passer eux aussi sur des solutions carburant bas carbone, mais au-delà, sur des solutions optimisant la chaîne de transport, c'est-à-dire des meilleurs taux de remplissage, des plus faibles taux de trajet à vide. L'idée est que plus personne n'a les moyens d'alimenter et des milliards de subventions publiques. Ces subventions doivent être fléchées ailleurs, c'est un avis politique, mais financer les bons opérateurs transporteurs, les bons opérateurs chargeurs, par l'argent de ceux qui n'ont pas encore pris conscience qu'il était indispensable de baisser les émissions de CO2, est un cercle vertueux qui pourra aller très loin. Slide suivante. Avant même que vous puissiez continuer sur votre slide suivante, j'aimerais vous poser une deuxième question. Et cette fois-ci, vous pouvez lever la main pour répondre. Donc, est-ce que parmi vous, il y en a donc qui disposent de données de transport suffisamment complètes et fiables pour piloter votre plan de transition et maîtriser vos futurs coûts de ETS, du coup? Pour ceux qui l'ont, vous pouvez lever la main et on saura. Ok. Nous avons quelques mains levées. Eh ben, on peut voir que donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la main levée. Donc, je laisse donc Monsieur Mongeard poursuivre puisqu'il va vous expliquer donc comment l'avoir. Ouais, donc j'avais débordé un peu sur le propos de cette slide suivante, qu'on peut passer rapidement. L'idée, c'est un résumé. Il faut faire payer les énergies fossiles à leur juste coût environnemental. Tout le monde peut comprendre ça. Et l'intérêt de ce genre de disposition, c'est que la transition, elle n'est pas brutale. On entend ça et là, mais il faudrait tout mettre en électrique. Mais non, il n'y a pas assez de camions électriques, il y a trop de délais, il n'y a pas assez de réseaux, il n'y a pas assez d'énergie. Donc l'idée de flécher doucement le transport vers des énergies de moins en moins carbonées, vers des optimisations de chargement, des optimisations de trajet, est une transition intelligente, juste, et puis ceux qui le feront seront rémunérés puisqu'ils paieront moins de TS2. Donc c'est une démarche soutenable et c'est ça qui compte dans le développement durable, c'est que tout soit soutenable. Slide suivante. Le rôle vertueux de l'ETS se substitue évidemment à ce rôle moins vertueux des subventions. Actuellement, on met de la fiscalité sur le carburant, la TICPE, on rajoute des subventions pour alléger le coût des énergies décarbonées, mais le coût finalement augmente tout le temps. Qui peut dire le contraire? Le mécanisme futur, c'est bien sûr de la fiscalité, bien sûr, mais moins de subventions, puisque ceux qui utiliseront les énergies décarbonées, les modes de transport doux, paieront moins de TS2, d'accord? Donc soit vous payez moins parce que vous utilisez la bonne solution, soit vous payez plus que vous utilisez une solution trop carbonée, l'affaire est juste et équitable, et puis on arrivera donc à un coût total stabilisé. Il y aura une compétition directe et honnête entre le coût d'un transport décarboné et le coût d'un transport carboné par la règle de, on va dire, du pollueur-payeur avec un fléchage automatique vers ceux qui sont moins pollueurs. La prise en compte du coût carbone est la nouveauté absolue, nécessaire et indispensable pour assurer la migration écologique et énergétique de l'Europe. Donc l'ETS est un levier de compétitivité, ce n'est pas une taxe de plus, c'est un levier qui va permettre aux entreprises qui font des efforts, et aujourd'hui, je le répète, on en a 2, mais il y en a d'autres, on a quelques dizaines de clients chez TK Blue, l'idée d'encourager les bons élèves. Et de, évidemment, il faut le dire, sensibiliser les moins bons élèves à rejoindre la cohorte des bons élèves. Et c'est facile. Aujourd'hui, avec des systèmes de mesure précis de ces émissions de CO2, ce que peu d'entreprises ont aujourd'hui, déjà, on va gagner. Tout à l'heure,
Victor nous le montrera, beaucoup de points concernant les émissions. Mais une fois qu'on a calculé et qu'on a avec précision ces émissions, on a les points chauds et on sait travailler sur ces points chauds. Et troisièmement, on sait aussi, grâce à des outils modernes, valoriser sur le court, moyen, long terme l'utilisation, le basculement vers des choix énergétiques moins polluants. Et en fait, quand l'idée, c'est que plutôt de faire du blablabla et tralala, on va le faire, on va aujourd'hui, avec des outils modernes et des données financières bien précises, trouver un ROI solide à la migration énergétique et à la migration écologique des chaînes de transport. Ça, c'est important. Hein, jusqu'à présent, je vous parle en expert, ça fait 15 ans que je le fais, il y avait juste un ROI, je dirais, quasiment sentimental, environnemental, vaguement réglementaire sur le fait de faire des efforts à décarboner sa chaîne de transport. Aujourd'hui, il y a un intérêt fiscal, il y a un intérêt financier fort. Donc, le TS ne va pas punir l'émission, mais elle va la récompenser la performance. C'est ça qu'il faut retenir et que pour votre performance soit justement appréciée, je ne saurais que vous encourager à adopter un système de calcul de vos émissions qui vous garantit la précision, la projection et le pilotage en toute transparence avec l'ensemble des acteurs engagés. Comme vous le montrera tout à l'heure Christophe de TK Blue, comment on engage aujourd'hui la totalité de l'écosystème du transport dans les systèmes TK Blue. Vous allez voir, c'est d'une simplicité biblique et d'une efficacité redoutable. Je pense que nos amis de Sodial et Carrefour pourront le confirmer. Donc, TK Blue, reporting d'émissions et cas d'usage concret. Lucia, tu n'as pas encore une question là pour me couper Non, c'est bon. Non, J'ai beaucoup c'est bon. Donc, c'est Christophe qui va prendre la main pour expliquer comment on organise ce reporting d'émissions et avec des cas d'usage concrets. Vas-y, Christophe. Ok, très bien, merci. Donc moi, je prends le relais pour présenter des aspects essentiels, quelques aspects essentiels du fonctionnement de la plateforme. Alors pour comprendre TKBlue, TKBlue est une plateforme qui est collaborative. Donc elle est avec deux environnements qui permettent d'être connecté directement avec les chargeurs et dans un autre environnement d'être connecté avec les transporteurs. Pour la partie connexion avec les chargeurs, donc avec des connexions directes au système d'information des chargeurs, quels qu'ils soient, sans besoin d'adaptation, on peut recevoir donc des données directement en étant reliés et à partir de ces données, donc faire des analyses, faire des reportings, mettre en place des plans d'action quantifiés et améliorer la performance du chargeur, de l'utilisateur. Pour la partie connexion avec les transporteurs, ce qui est important, c'est que ça nous permet d'utiliser en fait des données transporteurs donc dans leur environnement, et ces données transporteurs vont être après utilisées sous forme d'une intensité CO2 qu'on va calculer et qui va être transférée dans l'environnement des chargeurs pour avoir une utilisation précise et avoir une intensité propre à chaque transporteur en fonction de ses optimisations, de ses performances propres. OK, on peut passer sur le slide suivant. Donc, si on parle de cette partie connexion avec les transporteurs, donc l'objectif est d'obtenir une intensité primaire des transporteurs. Et pour cela, on va recueillir des informations. On va utiliser ces informations propres aux transporteurs. Donc, on peut intégrer les parcs des véhicules des transporteurs, mais si le transporteur travaille avec des flottes sous-traitées, on peut également intégrer facilement ces flottes dans la plateforme. Et ça va nous permettre de calculer une émission de niveau 3, donc à partir de données réelles, qui vont prendre en compte, et c'est ça qui est très important, qui vont prendre en compte au fur et à mesure les efforts d'optimisation qui sont faits par les transporteurs, puisque nous recueillons des informations qui sont de l'ordre de quel type d'énergie est utilisé, des taux de chargement, donc le taux de chargement des camions, mais également le taux de retour à vide qui permet d'avoir, je disais, donc un calcul précis, et surtout qui est un calcul qui peut évoluer au fur et à mesure, puisque si la performance du transporteur s'est améliorée, on le verra sur les chiffres, et donc le chargeur en bénéficiera dans sa propre empreinte carbone. Enfin, la partie donc connexion l'environnement transporteur, ce qui est intéressant à noter, c'est que pour le transporteur, donc c'est un environnement qui est gratuit, il n'y a pas de coût associé à ça. En revanche, on lui fournit après des recommandations personnalisées en fonction de ses émissions. Comme vous pouvez le voir sur la droite, on appelle ça des axes d'amélioration. On va lui proposer, par exemple, s'il met en place de l'éco-conduite, combien ça va lui rapporter au niveau des émissions et de donner également une idée au niveau du chargeur, ce que ça peut représenter. Voilà, slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Oh, le slide suivant. Alors, je ne vois pas, c'est peut-être chez moi que c'est passé. Est-ce que vous voyez le slide suivant ou pas? OK. Donc, sur la partie maintenant, ouais, vous l'avez ou pas? Moi, je ne le vois pas. Donc, hop. Ouais.
Voilà, c'est bon. Donc sur la partie vérification et amélioration de données. Alors donc ici, on parle de la connexion à la partie chargeur. Donc, comme je mentionnais, la partie chargeur, donc l'objectif est de recueillir la donnée, après, à partir de cette donnée, de faire des analyses, de faire des reportings et des plans d'action pour améliorer la position. Donc une des spécificités de la plateforme TKBlue, c'est justement que cette donnée qui est intégrée à la plateforme, on va l'améliorer. On va la vérifier et on va l'améliorer. Sous quelle forme? Donc, dans un premier temps, nous avons des fonctionnalités qui permettent des identifications automatiques d'erreurs d'importation. Vous pouvez voir sur les graphiques à droite, donc le nombre, les flux importés sont mentionnés et les flux en erreur sont également mentionnés. Donc, ça permet de trouver des flux qui sont en erreur, de les corriger. Vous pouvez les corriger automatiquement, mais vous pouvez également les garder de manière à retourner à la source d'erreur, donc sur le système d'information à la base ou sur un fichier à la base de ce qui est importé et vous pouvez le corriger directement cette fois-ci ou les fois suivantes. Donc, ce sont des fonctionnalités qui permettent de cibler, de trouver des sources d'erreurs qui en fait viennent des fichiers sources. Donc ça, c'est une première manière d'améliorer la qualité. Deuxième point, donc comme je mentionnais, donc on peut les corriger directement. Et enfin, un troisième point, c'est qu'on peut mettre en place des contrôles de cohérence qui sont personnalisés pour chaque utilisateur. Vous pouvez avoir des utilisateurs qui considèrent qu'à partir d'un certain tonnage, c'est une erreur. Et donc, ces flux sont mis également en avant comme flux en erreur et vous pouvez les corriger. Donc, cette notion, ces fonctionnalités d'amélioration de la qualité de la donnée sont très importantes parce que ça nous permet de trouver des erreurs sur des fichiers sources qui ne sont même pas des erreurs sur la plateforme, mais avant l'intégration sur les fichiers sources et qui permet au chargeur de les corriger pour avoir une meilleure vision de sa performance. Donc, sur la slide suivante. Pour cette partie chargeur, donc on mentionnait donc importation de données. Après, donc on fait de l'analyse et du reporting. Et après, donc on va essayer de mettre en place des plans d'action qui vont permettre d'améliorer la situation. Donc on fait ça à travers une BI, donc différentes fonctionnalités qui permettent, donc ici vous pouvez le voir, on a un dashboard qui permet à partir de graphiques de voir une situation. Ça peut être des comparaisons d'une année sur l'autre. Ça permet également de voir, de mettre en avant certains axes chauds, comme on a mentionné, et de voir l'évolution par rapport au temps. Donc cette interaction, elle est très facile, elle est très intuitive et elle permet également, on l'a mentionné tout à l'heure et je reviens sur ce point-là, de prévoir et de contrôler les ETS1 et ETS2, donc les ETS1 qui sont déjà en place et les ETS2 qui vont se mettre en place et qui permettront donc de suivre et de suivre de manière quantifiée, puisque ça c'est une spécificité de la plateforme, on peut calculer le coût des ETS. Une fois que vous avez donc cette vision de reporting de vos données, vous pouvez mettre en place des plans d'action avec l'objectif étant d'améliorer la situation. Donc des plans d'action pour améliorer votre empreinte carbone, mais également des plans d'action qui vous permettront d'améliorer la performance des transporteurs, puisque des fonctionnalités permettent de discuter, d'échanger avec les transporteurs et de mettre en place des plans quantifiés. Voilà un petit peu une introduction rapide sur la plateforme et les fonctions essentielles. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Donc maintenant, nous allons élargir la focale et Victor va nous expliquer donc comment les données transport s'intègrent dans le bilan GES et en quoi la combinaison TKBlue et GCI permet donc de structurer la chaîne de données carbone fiable jusqu'au scope 3. Donc Victor, à toi. Beaucoup Lucia, merci à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vous propose une rapide présentation de GCI, Global Carbon Initiative, et puis ensuite, effectivement, je tâcherai de vous décrire l'interopérabilité qu'il peut y avoir de façon très opérationnelle entre TKBlue et GCI. Chez GCI, nous sommes depuis 2012 un SaaS Carbone, une plateforme web de comptabilité carbone sur tous les volets des exercices de comptabilité carbone. On peut passer du bilan GES au PCF, le fameux Product Carbon Footprint, jusqu'au calcul des émissions évitées. Vous vous retrouvez avec un outil SaaS de pilotage de votre stratégie climat que nous mettons donc à disposition de tout type d'organisation, quelle que soit leur taille et leur secteur. Vous avez ici quelques exemples. Ce qui nous lie avec TKBlue se résume en un mot, le scope 3, le fameux, les émissions de gaz à effet de serre indirectes qui sont, on le pense souvent à tort, trop difficiles à quantifier et bien loin de notre périmètre d'opération. Ce qui nous lie, c'est cela en un point majeur, c'est qu'on constate sur le terrain que le scope 3 représente 9 fois sur 10, plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre, une fois qu'on est arrivé au bout de la réalisation de son empreinte carbone réglementaire. Quand les achats ne sont pas la catégorie sur la première marche du podium,
eh bien, le transport, le fret ne se trouve pas très loin. Soit, s'il n'est pas sur la première place, sur la deuxième ou la troisième. Quoi qu'il en soit, il s'agit systématiquement, quasiment systématiquement, d'un enjeu fort pour tout type d'organisation, jusqu'à la plus petite. Et c'est en cela que TK Blue va nous être très utile chez GCI dans la comptabilité carbone précise de ces éléments, puisque je vais décrire dans la slide d'après ce qui est aujourd'hui malheureusement une réalité pour nous. Effectivement, aujourd'hui, l'approche dominante, quelle est-elle? On va, sur la base d'une première empreinte bilan GES, ou bien peut-être même les 2-3 premières, eh bien, utiliser les outils qu'on a à notre disposition, et malheureusement, ils génèrent potentiellement un manque de fiabilité. On va exploiter des facteurs d'émission moyens, de la base carbone par exemple, quand parfois, encore pire, on se retrouve à exploiter des données monétaires. Alors, ça marche dans le sens où on arrive à estimer les volumes d'émissions liés au fret. En revanche, on se retrouve avec des incertitudes colossales et on se retrouve avec une conclusion qui finalement nous permet de dire, voilà, le fret, c'est l'enjeu numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 concernant notre organisation, mais ça s'arrête là. Et l'intérêt, la limite majeure à cet élément, c'est que finalement, un camion est toujours différent d'un autre camion, et c'est vrai pour tous les autres modes de transport, maritime, ferroviaire, aérien. Et il n'y a, avec cette approche, aucune différenciation sur le volet énergie, le taux de chargement, les distances qui sont des distances approximatives, extrapolées, et les taux de trajet à vide qui ne sont même pas pris en compte ou très mal. Tout ceci amène à des conséquences très concrètes. Les volumes d'émissions sont donc très approchés, très surestimés, mais surtout, on n'en retire aucun enseignement opérationnel, mis à part le fait, comme je le disais, de dire le fret, c'est l'enjeu numéro 1, numéro 2, numéro 3. En comptabilisant mal, comme on le fait ici, eh bien, finalement, on ne met pas le doigt sur des leviers de réduction clairement identifiés et quantifiables qui peuvent amener à des actions réelles derrière. Qu'est-ce que TK Blue nous apporte d'un point de vue purement opérationnel? Christophe l'a dit très précisément, on va aller enfin exploiter de l'intensité d'émissions GES primaire par véhicule ou par flotte. Et ceci nous permet de prendre en compte, en fait, en prenant en compte les différents types d'énergie, des distances réelles, etc. Et un premier effet qui se coule assez intéressant à noter, c'est que mécaniquement, on va constater une réduction des émissions liées au fret uniquement liée à ce changement de méthode. Alors attention, il ne s'agit pas d'une réduction d'émissions réelles, il s'agit d'un effet méthodologique, d'une conséquence liée à la méthode de calcul. On réduit, on contracte les émissions quantifiées. Les moyennes utilisées dans la base empreinte, par exemple, on est de l'ordre de 80 grammes à la tonne kilomètre, alors qu'on passe plutôt vers une soixantaine de grammes à tonne kilomètre quand on commence à aller un peu plus finement dans le calcul. Alors tout ceci nous permet, grâce à la mesure, d'appliquer, de mettre en œuvre des leviers que vous connaissez probablement toutes et tous autant que moi. On va parler de report modal, de choix capacitaire du véhicule, le choix de l'énergie, le type énergétique qu'on va mettre en œuvre dans le moteur, dans le mode de transport. On va tenter d'améliorer les taux de chargement, bien sûr, et réduire les taux de trajet à vide. Tout ceci en parfaite conformité, en appliquant la norme ISO 14083. Ça a été mentionné par M. Mongeard et Christophe. Et ce que va apporter, à contrario, eh bien, GCI à TK Blue, ça va être la donnée carbone Scope 3 au global, et pas que Scope 3 d'ailleurs, à travers la norme ISO 1483 qui demande maintenant de quantifier les opérations, les émissions liées à la manutention et au stockage avec le produit Hub CO2 de TK Blue. Et ça, c'est l'aspect, c'est le bon retour. GCI va apporter ça auprès de TK Blue. Et slide final, finalement, Lucia, pour conclure. Je voulais insister en conclusion sur cette double interopérabilité entre GCI et TK Blue. Les deux acteurs vont mettre sur la table un outil capable d'engager la chaîne de transport. TK Blue, c'est son cœur d'activité.
à travers Decarbo Supply, GCI va engager les fournisseurs transport. TK Blue, lui, va transmettre la donnée primaire GES pour faire de bons bilans GES côté GCI. Et GCI va transmettre de la donnée Scope 3, mais pas que, Scope 1, Scope 2, l'ensemble du bilan GES pour le module UpCO2 de TK Blue, les émissions liées aux opérations de manutention et de stockage. Merci beaucoup, Victor. Donc, pour illustrer parfaitement donc, ce que nos experts viennent de dire, nous allons maintenant passer au retour d'expériences concrètes avec Carrefour et Sodial. Donc, je passe la parole à Monsieur Corentin. Alors oui, bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir. Pour Carrefour, on est un très gros acteur du marché du transport. Finalement, on livre tous les jours 6000 points de vente, on a 300 000 mètres carrés d'entrepôt. Alors, on a plus que 75 sites maintenant, puisqu'on a fusionné avec l'e-commerce, on a 95 sites. On traite 1,8 milliard de colis par an, ça fait à peu près 30 millions de palettes qui vont être livrées à nos magasins et nos clients autres que Carrefour. Chaque jour, on a 3500 camions sur la route, donc vous voyez, ça pèse beaucoup. Donc, et on a surtout des opérations annuelles qui on est le distributeur qui fait le plus d'opérations, donc ça fait à peu près 1500, donc ça veut dire beaucoup d'opérations, et ça a tendance à générer des pics d'activité qui sont très fortes et des pics d'achat de transport. Alors, Carrefour, on fonctionne depuis 2012, on s'était posé la question déjà de la décarbonation de nos activités pour plusieurs raisons. La première, on est une société qui est très urbaine. Finalement, on rentre beaucoup dans le cœur des villes, notamment avec Carrefour City, avec des markets. Donc, on avait besoin de décarboner notre activité parce que l'idée, c'est aussi de ne pas déranger nos clients qui sont les citoyens des villes. Donc, on a pris ce virage-là. Donc, on a fait un choix énergétique plutôt décarboné. Aujourd'hui, 74% de notre flotte en B2B, donc livraison magasin, est décarbonée, ce qui n'est pas le cas dans le e-commerce, mais 2026, on sera 100% décarboné sur le e-com. Fin 2026, début 2027, parce que c'est important pour les villes, c'est important pour l'implantation, c'est important aussi pour les concitoyens. Et ça, c'est la première étape. Pendant longtemps, on avait déjà travaillé une première fois avec TK Blue pour mesurer nos gaz à effet de serre, et puis changement de gouvernance chez Carrefour, on a préféré faire différemment. Et on s'est planté lamentablement parce qu'on a fait ça sur Excel, pour être clair, avec des indices qui étaient plus ou moins justes, et ça nous a inquiété fortement. Et surtout, finalement, même à l'interne, ça avait un sentiment de peut-être amateur un petit peu, qui fait que quand on demandait à nos responsables de transport de basculer en transport vert, ouais, ils disaient, de toute façon, avec vos calculs, on peut changer des choses. Donc, on a pris la décision cette année, ouais, je crois que c'est ça, Philippe, on avait fait ça l'année dernière, en 2024, et puis on a concrétisé en 2025. On a négocié, on a discuté en 2024 pour bien mettre au point tout ça, et le 1er janvier 2025, on a démarré, à nouveau. Voilà. Ouais. Et on redémarre, et en fait, on voulait un outil robuste, un outil qui peut être challengeant pour nos équipes, pas dans un premier temps pour la fiscalité ou autre, mais l'idée, c'était de vraiment embarquer les équipes à travers un bilan carbone qui n'est pas qu'un chiffre dans un tableau de la CSRD ou dans le bilan de Carrefour. Donc l'idée, c'était de challenger les équipes, de faire des challenges à travers les 16 pôles de transport qu'on a en France, de façon à ce que eux-mêmes décarbonent. Et là, l'outil, effectivement, TK Blue, on a commencé par l'aval, les 3500 camions qui arrivent tous les jours, pour mesurer. Là aussi, très difficile d'embarquer nos transporteurs. On a dû être un peu violent dans notre appel d'offres. Alors, juste, je n'ai pas précisé, mais Carrefour, c'est pour répondre à ce que disait tout à l'heure Victor, je rejoins, tous les camions ne sont pas les mêmes. Alors, Carrefour, on est prescripteur. En gros, on choisit les véhicules avec lesquels les transporteurs vont rouler, et on choisit l'énergie qu'on va mettre dedans. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on a fait depuis 2012, et ça s'amplifie très fortement. Je rappelle, l'objectif de Carrefour, c'est sortir du diesel en 2030, et ça sans tenir compte des ETS. Alors,
Pourquoi on a voulu fiabiliser tout ça? On a centralisé le tout. On voulait quelque chose qui ne soit pas contestable et qui soit auditable. Vous savez, Carrefour est une des sociétés aujourd'hui qui a le rapport RSE un des meilleurs. Et donc, on voulait être certain de ce qu'on fait et surtout mesurer. Et ce que nous a permis TK Blue, c'est de mesurer aussi nos trajets à vide, qu'on ne voyait pas forcément dans notre TMS. Donc, on a pu arriver à trouver tous les segments, à fiabiliser les choses et à changer parfois de réseau, parfois même de transporteurs qui trichaient, voilà, parce qu'on suit les immatriculations aussi. Donc ça, c'était important. Aujourd'hui, il nous reste à intégrer tout ce qui est amont, donc ce qui vient des industriels. On enlève à peu près 25% de marchandises chez nos industriels. On a l'objectif d'en enlever entre 30 et 40% à l'aube de 2030. Pourquoi pas plus? Parce que finalement, on a décidé de mettre en commun nos moyens avec les industriels. Donc, des industriels deviennent transporteurs pour Carrefour et nous, on devient aussi transporteurs pour eux. Donc, on s'échange des véhicules. Ce qui est important, c'est qu'on décarbone et qu'on mesure tout le temps et qu'on ne perd rien. Donc, ça veut dire beaucoup de rigueur. C'est ce que nous a apporté TK Blue, c'est mettre de la rigueur. Et surtout, maintenant, on a des résultats qui sont montrables, quantifiables et challengeables, hein. Et donc, aujourd'hui, quand je parle de mon taux de décarbonation, je suis droit dans mes bottes, je suis sûr qu'il est bon et ça va nous donner notre trajectoire pour la suite. Quant aux ETS, sans TK Blue aujourd'hui, si on laisse faire comme on est aujourd'hui, on paierait déjà en 2027 13 millions d'euros de taxes et en 2030 ou 35, on en paierait entre 45 et 60 millions. L'objectif, c'est vraiment de faire un focus pour que nos acheteurs aient bien en tête que de l'optimisation de notre transport, c'est aussi passer par la mesure de nos gaz à effet de serre. Et donc ça, TK Blue nous permet aujourd'hui de quantifier les choses et surtout d'apporter une solution à nos acheteurs qu'on va vérifier, qu'on va challenger en permanence. Voilà. Donc pour nous, c'est une belle expérience qui est assez contraignante sur un groupe quand même qui est compliqué, hein. Carrefour, c'est pas Philippe qui va le démentir, mais faire des choix de plateforme, c'est jamais évident, hein. Vous savez, chez Carrefour, on dit si les autres savent le faire, on doit savoir le faire en interne. Et c'est comme ça qu'on fait des outils qui ne marchent pas. Ça arrivait. Aujourd'hui, on s'est dit, on ne sait pas faire, ce n'est pas notre métier, et il faut que ça soit auditable. Donc, on a fait ça. On a encore des gens à convaincre qui ne sont pas à la supply de Carrefour, mais qui sont, par exemple, à l'import, hein. On sait qu'on a des conteneurs qui circulent. Nous, on est réceptacle des conteneurs, mais finalement, on a un fournisseur qui s'appelle Global Sourcing chez Carrefour, qui est indépendant. Donc, voilà. Mais on va le rentrer, on va y arriver avec Philippe, de façon à avoir le scope complet jusqu'à rendu client. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on voulait faire. Et surtout, à partir de là, on va bâtir aussi notre stratégie d'implantation des entrepôts avec les bilans carbone. Il y a eu une tendance à un moment donné, et il y a toujours des tendances quand on reçoit quelques consultants qui nous disent il faut faire des méga plateformes. Fermez vos plateformes, on fait une méga, sauf qu'on rallonge les distances et on va rallonger aussi finalement ce qu'on va payer en transport. Et on a fait quelques simulations et il y a des projets dont on a arrêté, je dirais, la conception pour améliorer l'existant qui était bien moins cher. Voilà ce que je peux vous dire pour Carrefour. En tout cas, nous, on est très satisfaits. On va continuer à travailler avec TK Blue sur ces sujets. Et puis, sûrement, on aura peut-être un entretien avec Victor pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maintenant, on Thierry. passe la parole du coup à Monsieur Dagrand de chez Sodial. Bonjour à tous. Dans ma présentation, vous allez certainement reconnaître des points que vient de citer Carrefour, parce qu'on a quand même des mêmes démarches. Le groupe Sodial, en quelques mots, donc un groupe coopératif spécialisé dans les produits laitiers. On représente 14 000 éleveurs et 9 000 salariés. On représente 20% de la collecte française laitière, avec 4 milliards de litres de lait collectés et traités. Donc c'est beaucoup de flux en transport citerne, mais aussi beaucoup de flux en transport de produits finis, quelle que soit la température et quel que soit le mode choisi. Sodial, vous connaissez certainement pas, par contre, vous connaissez nos marques. Si on peut passer sur la slide d'après.
s'il vous plaît. Donc vous avez des marques phares que vous avez certainement dans vos frigidaires et que vous consommez avec des produits laitiers, que ce soit lait de consommation avec Candia, vous avez la partie fromagère avec Entremont, vous avez les produits ultra frais avec Yoplait, etc., etc. Donc normalement, vous nous connaissez à travers nos produits. Ce qu'on peut, si on revient sur le sujet durabilité, donc à travers le slide d'après, notre démarche a été de vouloir professionnaliser la partie durabilité, qui fait partie aujourd'hui de nos piliers de la coopérative. Excusez-moi, ça ne défile pas. Ouais, Lucia, ça ne marche pas là. C'est pas Carrefour, on n'y arrive, on n'a rien fait. Carrefour ne m'a pas pénalisé. Non, mais comment t'es figé, Lucia. Pas de problème, je vais essayer d'improviser un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la durabilité est devenue un pilier de notre coopérative. Et à travers ce pilier-là, on a voulu professionnaliser notre démarche. Sodial, c'est pas la même échelle que Carrefour, mais on a plus de 1000 camions sur la route tous les jours. On a plus de 500 transporteurs à gérer. Et donc, notre idée était de rendre fiable notre bilan carbone, puisque précédemment, nous étions sur un outil... C'est désactivé, normal. Pardon, c'est pas grave, excusez-moi. Précédemment, pour faire nos bilans carbone, on faisait pour l'ensemble des BU, donc des sociétés de notre groupe, la synthèse de fichiers Excel qui pouvaient être contestés. On faisait appel aux données de nos transporteurs qui ne comparaient pas toujours la même chose. Et du coup, c'était assez complexe pour faire des bilans. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est choisir un outil reconnu et fiable afin de ne plus avoir de chiffres qui y soient contestés. Donc on a fait le choix, il y a maintenant 3 ans, d'utiliser cet outil qui vous a été présenté précédemment. Le gros avantage qu'on y voit, c'est que c'est un outil qui est digital, c'est un outil qui est fiable, c'est un outil qui couvre l'ensemble de nos scopes et qui nous permet d'être réactifs. Précédemment, on faisait des bilans carbone 2 fois par an en demandant les éléments à nos transporteurs. Donc lorsqu'on avait les éléments, c'était 6 mois après et on n'avait que très peu de marge de recherche de plan de progrès. À travers l'outil TKBlue et des reportings mensuels, on peut aller chercher de la performance, on peut optimiser nos flux, on peut optimiser la performance de nos prestataires en les challengeant et on peut améliorer ainsi la performance de chacune de nos BU et être dynamique sur le sujet. Donc on est passé d'un monde archaïque à un mode digital reconnu et fiable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet outil-là est aujourd'hui cet outil-là est utilisé pour faire nos bilans, pour challenger nos prestataires, mais aussi pour nos études. C'est-à-dire que quand on choisit l'implantation d'un entrepôt, quand on choisit des études d'optimisation avec un transporteur, on va se servir des données TKBlue aussi pour valider notre solution. Ce qu'il faut savoir, c'est que à travers cet outil, ça a rendu robuste notre approche durabilité. On est passé d'une ambition de moins 30% à horizon 2030 de décarbonation à moins 50%. Donc on a un gros enjeu grâce à l'outil TKBlue. Donc bien entendu, les performances qu'on mesure aujourd'hui vont nous permettre d'aller optimiser la fiscalité, comme disait M. Mangeard, mais c'est surtout vont nous permettre de poursuivre notre dynamique, réduire nos coûts et réduire notre empreinte carbone avec des données fiables et robustes et couvrant l'ensemble de notre scope. Un point qui n'a pas été cité précédemment, c'est qu'aujourd'hui, on essaie d'embarquer d'autres périmètres que les achats de transport dans les mesures avec les outils qui ont été présentés. Et aussi, ce que je tiens à souligner, c'est que les supports TKBlue nous sont très utiles. Ils nous sont très utiles pour embarquer nos transporteurs, ils nous sont très utiles pour charger nos flux, et ils nous sont très utiles pour faire des bilans. Donc la solution TKBlue, elle est efficace et il y a une maintenance qui est très très appréciée par nos équipes pour pouvoir rendre nos supports dynamiques, fiables et robustes, et je pense que c'est à mettre en avant, quoi. Merci beaucoup, M. Demande.
voilà un peu sur la partie témoignage Sodial. Et en parallèle, précédemment, c'était le service achat qui faisait le bilan pour l'ensemble de nos BU. On a changé un peu le mindset avec aujourd'hui les BU et les sociétés qui se sont appropriés l'outil et appropriés les bilans carbone. Et nous, on fait que consolider au niveau du groupe l'ensemble des sujets. Donc ça, appropriation et donc du coup dynamisation de la démarche à travers l'outil TKBlue. Voilà sur ma partie. Merci beaucoup, M. Lagrande. Lucia. Hop, maintenant, nous arrivons à la fin, donc je vous laisse, Monsieur Mangard, faire la conclusion. Merci beaucoup, Lucia. Donc, l'objectif en cette fin d'année, c'est de dire, c'est fin 2025-2026, c'est l'année où il faut se décider. Il faut se décider parce que maintenant, depuis 2023, on dispose d'une norme fiable, reconnue, auditable et certifiable, qui s'appelle l'ISO 1483. Donc, tout calcul non assorti de cette auditabilité ISO 1483 est promis à être rejeté et par l'administration fiscale et par les auditeurs de la CSRD, etc. CSRD, parlons-en, ça a perturbé le marché depuis 2 ans, on y va, on n'y va pas. Aujourd'hui, la CSRD a été considérablement réduite dans ses applications, mais a été préservée principalement celle qui nous intéresse, nous, dans le transport à ce jour, le carbone. Aujourd'hui, le règlement omnibus de la CSRD, il est très clair, priorité aux métriques, moins au narratif, et dans ces métriques, priorité au climat, donc au carbone, et donc priorité à la précision et l'auditabilité pour respecter les engagements CSRD que les grandes entreprises ont pris. À ce titre-là, il ne faut pas penser qu'aux grandes entreprises soumises à la CSRD, c'est-à-dire les entreprises de plus de 1000 personnes. Il faut penser, depuis le décret 982 du 1er juillet 2022 en France, à toutes les entreprises de plus de 500 salariés qui ont cette contrainte du plan de transition dans lequel il est explicite que 1, le transport doit être pris en compte, que 2, celui-ci doit être mesuré avec précision, et que 3, ce plan de transition doit attester d'au moins 30% de CO2 d'ici 2030. Ensuite, j'espère qu'il y a des directeurs financiers autour de cette table parce qu'on parle de centaines de milliers d'euros et de millions d'euros concernant ces ETS 1 et ETS 2. Et quand la promesse de TKBlue est de réduire de 5, 10, 15, 20, 30% ce coût des ETS, vous savez calculer vous-même des économies directes de 100, 200, 500, 1000, 1 million, 2 millions d'euros. Rapport, faisant un peu de commerce, à un coût de plateforme qui est de quelques dizaines de milliers d'euros. Donc le ROI est assez extraordinaire. Et au-delà de l'argent pour l'argent, toutes les obligations réglementaires et de trajectoire et d'engagement et de marketing. Alors la slide suivante, devant ces énormes changements, non, il me manque 2 slides là. Ah, voilà. Non, hop, voilà, c'est ici. Donc, le résumé de tout ça, c'est que les émissions estimées ne suffisent plus. Merci Victor de l'avoir confirmé. Les moyennes sectorielles non plus. Les surcharges carbone ne doivent plus être faites au doigt mouillé comme on l'a vu pour le TS1. Elles doivent être justifiées, vérifiées, contestables et négociées. Le coût carbone non maîtrisé est un risque financier. Messieurs les directeurs de supply chain, directeurs de transport, votre directeur financier sera content si vous mesurez précisément ce risque et si vous savez déjà projeter ce que sera votre coût ETS2 en 2027 ou en 2028. Aujourd'hui, c'est sûr et certain, ETS2 est en route et va s'amplifier. L'année prochaine, ça va doubler d'assiette, soit par l'augmentation du coût carbone et par l'augmentation du pourcentage appliqué. Les audits sont maintenant clairs et nets, ils sont renforcés sur la partie métrique carbone. Il est temps en 2026 de négocier vos contrats de transport sans vous faire, entre guillemets, avoir au principe que l'ETS c'est une surcharge de carburant. Pas du tout. L'ETS, c'est un calcul des émissions de CO2 rapportées à chaque opération de transport sur lequel vous devez entamer votre négociation et vos conclusions. Ça va prendre du temps. Comme l'ont dit nos invités, il faut enrôler les transporteurs, il faut récupérer la donnée, il faut marier les systèmes d'information. Dans quelques semaines, quelques mois, c'est fait. Il faut faire ça tranquillement en 2026 pour avoir une idée de ce qui va se passer en 2027 et au-delà. Il n'est plus temps de se dire quand on va décarboner, c'est immédiat. Félicitons encore Carrefour et Sodial qui sont engagés bien avant toutes ces obligations. Et qui maîtrisera le coût carbone du transport sera le chef. Et donc, vous avez compris la fin de la phrase, à vous de maîtriser le coût carbone de votre transport si vous ne voulez pas payer trop. Et puis, merci à Victor, merci à toute l'équipe GCI qui nous aide, puisqu'avec TKBlue et ETS Monitor, on rend aussi du ROI à
à l'opération globale du bilan carbone des entreprises, hein, puisqu'aujourd'hui, sur le simple chapitre de la diminution des émissions de carbone du transport, on peut financer tout un plan d'action de réduction dans les opérations de transport. Et je crois là que maintenant, Lucia, nous pouvons échanger. Exactement, il nous reste encore 2 minutes. Donc, Non, non, pour répondre déjà à la première question, donc oui, vous allez avoir accès au replay du webinaire et ainsi qu'à notre présentation. Je vous enverrai un mail dans la journée que vous allez pouvoir échanger dans votre équipe interne. Voilà. Ensuite, nous avons eu une question de Teresa Di Oliveira, donc, qui nous dit le chargeur et les transporteurs doivent-ils être tous les deux abonnés à TKBlue? Ah ben oui, pour le transporteur, c'est simple, c'est gratuit. Donc, tout transporteur est abonné s'il le veut, hein. Donc, aujourd'hui, on est parti du principe qu'on ne voit pas un transporteur refuser de dépenser 0 € et quelques 20 minutes par an, hein, pour donner à son chargeur, ses chargeurs, une intensité d'émission GES primaire. Donc, aucun problème, le transporteur doit jouer le jeu. Il y a des contraintes réglementaires qui s'imposent à lui aujourd'hui depuis le 1er octobre 2013, hein, de vérification et de calcul de ses émissions de CO2, et pour les entreprises de transport de plus de 50 personnes, de donner systématiquement une intensité d'émission primaire, donc aucune difficulté. Et évidemment, donc le chargeur s'abonne chez nous, hein. Regardez l'exemple du groupe Sodial, il y a 7 entités juridiques qui sont regroupées sur un abonnement Sodial, mais comme l'a dit M. Dalgrand, chacune est responsable de ses actes et chacune est responsable de son reporting, de ses plans d'action. Et M. Dalgrand, au niveau du groupe, n'a qu'à consolider et vérifier que tout le monde est aligné sur la trajectoire. Parfait, merci. Ensuite, deuxième question, donc avez-vous plus d'informations sur la date d'entrée en vigueur 2027 ou 2028? Alors donc, j'étais, la semaine dernière, j'ai eu la chance de discuter un grand moment avec le ministre des Transports, on discutait de tout ça. Il y a eu une décision de la Commission à Bruxelles de décaler à 2028, mais il est précisé quand même dans le communiqué que c'est sous réserve d'approbation par le Conseil des ministres des Transports européens. Et je ne pense pas que le Conseil des ministres européens va demander le décalage parce que tous les ministres de Transport dans tous les pays ont besoin de cet argent. Il est déjà dépensé. Donc il m'étonnerait que la statistique habituelle qui dit que 90% des décisions de la Commission sont reprises par le Conseil des ministres soit ce jour-là appliquée. En tout état de cause, si pas de chance, je dirais pour l'Europe, pas de chance pour la transition, cette ETS2 est décalée à 2028. En tout état de cause, mesdames et messieurs les chargeurs, les commissionnaires, il est temps dès 2026 de se mettre en ordre pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre, ou pour le moins, de mieux les connaître, mieux les apprécier, détecter les points chauds, parce que de toute façon, la performance environnementale est souvent aussi la performance économique, hein. Il n'y a pas de doute que les bons outils font les bons ouvriers, et les bons ouvriers ont les bons outils. Aujourd'hui, vous devez vérifier qu'effectivement vos transporteurs ont les bons outils, c'est-à-dire des véhicules performants, bien chargés, bien optimisés, bien conduits. Tout ça, c'est source de progrès, c'est source de qualité. Les bons camions sont plus souvent à l'heure que les mauvais camions, pour parler clair. Parfait. Donc, prochaine question, c'est pouvez-vous confirmer l'application de l'ETS2 à l'ensemble des États membres de l'Union européenne et pas seulement en France? Alors, oui, sous réserve, toujours pareil, hein, oui, comme dirait le politique, oui, sous réserve de la transcription de la directive, hein. Il y a déjà quelques pays qui l'ont fait. La France est en train de réfléchir à la transcription. Tout ça, c'est des négociations. Mais bon, le droit européen, hein, il souffre de retard dans les transcriptions, mais jamais d'annulation. Ok. Donc, nous avons une autre question. Donc, est-ce que Carrefour et Sodial ont pu chiffrer les économies CO2 qui ont été impulsées grâce à la précision de l'outil TKBlue? Je crois que Thierry l'avait fait aussi, Monsieur Dalgrand. Alors, oui, est-ce que c'est l'outil qui nous a permis de décarboner tant de pourcents? Je ne vais pas dire ça. C'est un ensemble de choses qui nous a permis de faire notre décroissance sur l'empreinte carbone. Mais sans l'outil TKBlue, on n'aurait pas pu le faire et on n'aurait pas pu le mesurer aussi finement que ce qu'on le fait aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est une aide indispensable à la phase de réduction et à l'embarquement de l'ensemble de nos transporteurs aussi, parce qu'on a des éléments qui nous aident à les challenger et à progresser. Monsieur Caranta, Thierry? Ah, il doit être pendu au téléphone. Bon, question suivante.
Nous avons un commentaire qui nous dit donc améliorer sa performance d'émission, c'est surtout un excellent angle pour projet d'amélioration de sa performance transport plus largement. Oui, tout à fait. Très bien, on est d'accord. Nous avons Jean-François qui nous dit qu'il voulait donc nous dire que on n'avait pas parlé de l'éco-conduite dans les autres leviers activables pour réduire l'empreinte carbone de transport. Oui, c'est tout à fait vrai. L'éco-conduite, c'est 5 à 15% d'économie de carburant, hein. C'est pas freiné au dernier moment et c'est pas accéléré comme un faux au rond-point, comme on dit. Et c'est vrai que l'éco-conduite, c'est vrai, ça baisse considérablement les consommations. Mais bon, les camions ont tellement évolué avec les boîtes robotisées, etc., que effectivement, les coups de frein violents et les accélérations violentes, c'est de moins en moins fréquent. Mais bon, un bon conducteur, c'est aussi un conducteur qui a moins d'accidents. Donc ça rapporte beaucoup d'argent à l'entreprise, que ce soit le chargeur ou le transporteur. Ok. Parfait. Bon, nous n'avons plus de questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer par mail. On sera ravis de vous répondre. Donc, je peux dire que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Ce fut un plaisir d'avoir pu partager tout cela avec vous. Et donc, je tiens à remercier aussi tous nos intervenants. Donc, merci Carrefour et Sodial d'avoir été présents avec nous et pouvoir donner un retour d'expérience concret. Merci Nathalie aussi de ta présence avec nous aujourd'hui. Donc, merci à nos experts, Victor, Monsieur Mongeard et Christophe, et à vous d'avoir été présents. Donc, je vous dis à tous, je vous souhaite un très bon appétit, parce qu'il est midi, c'est l'heure de manger, et aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine. Merci beaucoup, Lucia. Merci à Merci à tous. tous. Au revoir.